Bonjour à toutes et tous. On va commencer. C'est la dernière table ronde de l'ensemble de nos événements de cette semaine en lien avec Écran Total, l'exposition et symposium. Et notre table ronde de ce matin s'intitule Écran Identité. Et il y a des membres du CELAT, du CRISIS et du GERACI, mais aussi des invités externes, entre guillemets, qui nous rejoignent ce matin. Donc, j'ai l'honneur, en fait, d'introduire l'ensemble de cette table, mais aussi notre animatrice, Michelle Stewart. La conférence est proposée pour vous ce matin en interprétation LSQ, donc la langue des signes québécoise. Donc, je salue les interprètes. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et je demanderai à l'ensemble des participantes de juste s'exprimer le plus clairement possible et peut-être parlez pas aussi vite comme moi. Je vais aussi m'auto-calmer, mais pas besoin non plus d'être très, très lent. Voilà, j'invite aussi d'un point de vue technique, je vous invite tout simplement tout en haut, quand vous allez sur affichage ou view sur Zoom, vous pouvez choisir donc intervenant et là, vous voyez l'ensemble de nos panélistes sur une plage, ce qui vous permet de voir exactement qui vous parle et pas entendre des voix de lointains présenter leur PowerPoint ou conférence. Voilà, donc le panel est vraiment présent directement sur votre écran. Et tout à l'heure, après la table ronde, alors qu'on a organisé de telle sorte qu'évidemment, on n'a pas le temps là, de rentrer en détail dans chaque communication, mais l'idée, c'était de ne pas avoir des journées de Zoom complètement remplies, mais plutôt d'amorcer des réflexions, voir ce qui se fait actuellement en termes de réflexion sur la problématique présentée, et puis aussi d'avoir du temps du débat. Donc, il y aura à peu près 1 heure de table ronde autour de 2 questions que Michelle Stewart va animer tout à l'heure, et ensuite aussi un échange entre nous. Nous allons donc commencer dans quelques minutes. Moi, je me présente très, très rapidement. Je suis Katharina Niemeyer, professeure à l'École des médias, en théorie des médias. Et avant de commencer, nous soulignons en fait que sur les terres sur lesquelles est bâti le centre de design de l'UQAM font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'ke et Haga, et nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine. Donc, c'est au nom du comité d'organisation d'Écran Total et en tant que commissaire de l'exposition portant le même nom que je vous invite aujourd'hui donc, à cette table ronde et souhaite la bienvenue. Présentée au Centre de design de l'UQAM à Montréal, l'exposition Écran Total accueille pour la première fois au Canada les photographies de Jean Baudrillard. Vous en voyez une derrière moi. Mise en dialogue avec les œuvres de Adam Bazanta, Charles Doyen, Clint Hens, Mishka Henner, Eva Zimbati, Pénélope Ombrico et Chouanier. En compagnie de penseurs marquants, des images du numérique, des conférences, tables rondes et ateliers interrogent les différents rôles et places de l'écran dans nos pratiques sociales et culturelles quotidiennes et prolonge donc réflexivement l'expérience de l'exposition. Et cette table ronde en fait évidemment partie. On avait l'habitude de mettre les remerciements à la fin, mais comme c'est une table ronde un peu spéciale avec différents membres de différents centres de recherche de l'UQAM, je vais le dire tout de suite. Tout ça, donc l'exposition et le symposium n'aura pas pu avoir lieu sans nos partenaires, dans le CRSH, le Centre de design, le CELAT, Centre de recherche culture, art et société, la faculté de communication, faculté des sciences humaines et sociales et tous les départements qui y sont affiliés. Je ne vais pas tous citer parce qu'on veut vous entendre, vous, l'association Cool Memories et aussi le Centre de recherche pour la communication, information et la société de CRISIS et The Journal of Media Art Study and Theory et puis d'autres partenaires. Je vais partager l'ensemble de la liste tout à l'heure dans le chat. Je cède maintenant la parole à Michelle Stewart qui animera la séance. Je la remercie vivement et je la présente aussi. Vous la voyez à l'écran. Michelle Stewart est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. En collaboration avec sa collègue Pam Wilson du Reinhardt College, elle a coédité l'ouvrage Global Indigenous Media, Cultures, Practices and Politics de la Duke University Press en 2008. Et ses travaux les plus récents portent en fait sur le patrimoine et l'identité à l'ère numérique avec une attention particulière pour les stratégies médiatiques de l'extrême droite. Elle a été récipiendaire d'une bourse Fulbright et le titre de Kempner Distinguished Professor à SUNY Purchase. Merci beaucoup, Michel, d'animer cette table ronde et merci à toutes les personnes qui participent ce matin. Et je vais disparaître. Voilà. Merci, Katharina. Et Ola et Magali et tous les coordonnatrices de cet événement incroyable avec toutes ces parties vraiment stimulantes. Je vous invite tous
et toutes de participer aux autres panels. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter nos intervenants et intervenantes distingués. Alors, je vais commencer tout de suite à présenter nos invités. Commençant par ordre alphabétique avec Camila Areas. Camila est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Réunion et affiliée au laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones. Ses recherches se situent au croisement de la sémiotique des médias, des études cinématographiques et de la sociologie du journalisme. Inscrit dans les domaines d'études médias et religion et archives et patrimoine, ses travaux portent sur les discours et les images médiatiques dans leur rapport aux politiques, à la mémoire et à l'histoire. Elle coordonne actuellement 2 projets de recherche internationaux, Noticiero CAIC Latinoamericano, en partenariat avec Paris-Sorbonne 4, excusez-moi. Elle est l'auteure de publications scientifiques ayant pour l'objet les discours médiatiques, politiques et religieux, les récits journalistiques imprimés audiovisuels, l'écriture de la mémoire et de l'histoire. J'ai aussi l'honneur de présenter ma chère collègue Anouk Bélanger, qui est professeure titulaire à la faculté de communication de l'UQAM. Elle est chercheure membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, CRISIS, et le Réseau québécois d'études féministes. Elle co-dirige l'atelier de chronotopie urbaine, scène et culture populaire. Ses recherches portent sur les cultures populaires urbaines et les cultures médiatiques. Aussi, ma collègue Stéphanie Boisvert, qui est professeure à l'École des médias de l'UQAM. Ses recherches actuelles portent sur la télévision, la sérialité, les nouvelles plateformes numériques et la culture populaire en s'intéressant plus particulièrement aux enjeux féministes, du genre et de diversité reliés aux nouvelles productions médiatiques et sérielles. Entre autres projets, elle réalise actuellement une recherche concernant la production de contenus originaux francophones pour les services de télévision par contournement au Canada. Et aussi, tout le monde est ma collègue, mon collègue Destiny Chewali, que nous félicitons pour avoir reçu récemment une bourse FQRC. Destiny est professeure de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Il est également co-directeur du groupe de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle, le GRACI, et dirige l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique. Ses recherches actuelles portent sur la découvrabilité à la consommation en ligne d'une diversité de produits culturels, audiovisuels, cinématographiques et musicaux nationaux sur les plateformes numériques mondiales. Et aussi, ma chère collègue Christine Theuer, qui est professeure au département de communication sociale et publique. Ses recherches portent sur les pratiques spectatorielles en contexte de visionnement connecté, transformation, permanence, découvrabilité, co-visionnement, révisionnement, spectateur transnational, rapport à la sérialité, l'attachement des adolescents et des jeunes adultes aux séries, l'usage des récits de fiction dans la construction du rapport à l'autre et la négociation des identités et les méthodes de recherche qualitatives pour cerner les pratiques de visionnement connecté et leur signification. Et finalement, mais pas pour le moindre, Selina Van den Broek est doctorante en communication à l'Université McGill. Elle a obtenu une maîtrise en études latino-américaines à l'Université de Texas à Austin, aux États-Unis, où elle a travaillé sur la représentation photographique de personnes victimes de disparitions forcées par la dictature militaire argentine dans les années 70. Ses recherches actuelles portent sur les médias, la photographie, les temporalités du numérique et l'impact de la technologie mobile dans la pratique photographique contemporaine. Alors, je vous remercie tous et toutes pour être ici pour cette conversation. Nous aurons 5 minutes par question pour chacune, afin d'encourager un vrai échange sur nos sujets. Alors,
je vais vous présenter la première question et puis on va faire un tour de table. Donc, voilà, quelle place occupent les écrans dans vos recherches et quelles sont vos observations principales et ou résultats de recherche principaux de ces dernières années? Alors, je vais procéder comme avant avec Camilla. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Merci, un grand merci aux organisatrices pour ce bel événement et bien évidemment pour l'invitation et l'opportunité d'être ici, d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par partager l'écran avec vous. Je vais laisser certaines images pendant que je parle. Voilà, je vais juste... Est-ce que vous voyez bien? Oui? Ok, je vais pas mettre full screen parce que ça me coupe les restes. Bon, je commence. Donc, alors, pour répondre à cette première question posée par Michel, je vais m'appuyer sur une recherche que je mène depuis 2017 sur les archives d'actualité cinématographique cubaine nommées Les Noticiero Icaic Latinoamericano. Et donc, voilà, les génériques de ce ciné-journal cubain. Les Noticiero a été produit entre 1960 et 1990 par les cinéastes de l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique. C'est l'acronyme ICAIC. Les ciné-journal internationaliste et critique a été conçu par Fidel Castro lui-même et les directeurs de l'ICAIC, qui étaient son ami proche, seulement un an après les triomphes de la Révolution. Dans un contexte donc des guerres froides, marqué par les contrôles des productions médiatiques, les enjeux idéologiques sous-jacents à la production du noticiero sont clairement explicités par son directeur, Santiago Álvarez, lorsqu'il dit que les téléjournaux, je les cite, fonctionnent comme une arme de combat, un moyen de contre-information, d'agitation et de propagande en faveur de la libération des pays du tiers-monde. J'attire ici votre attention à l'idée d'un tiers-monde qui est à la base de la construction d'une identité collective unifiant les pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, et des pays qui étaient alors, à cette époque, pris dans des luttes anti-impérialistes ou anti-coloniales. La condition subalterne de ce tiers-monde est ainsi évoquée en vue d'un projet d'émancipation politique et de décolonisation épistémique, projet qui passait par les ciné-journalismes militants et la performativité des images. Comme les résume Santiago Álvarez, le directeur du noticiero, je les cite, on peut dire que le cinéma révolutionnaire trouvera dans les archives de l'ICAIC du matériel pour les aider à reconstruire une véritable histoire pour leur peuple. En effet, 30 ans après 30 ans d'oubli et d'oxydation à La Havane, ces archives, ces pellicules ont été très récemment restaurées par l'INA en France, l'Institut national de l'audiovisuel en France. Aujourd'hui, restaurées et numérisées, ces archives réapparaissent dans l'espace public et ouvrent une série de questions au sujet des écrans, des images d'archives, dans les rapports au temps, à la mémoire, à l'histoire et aussi à l'identité tiers-mondiste, sudiste et bien évidemment à cette histoire post-coloniale, décoloniale. Lorsque nous analysons la matière filmique du noticiero, donc les discours, les images, la narration, la bande sonore, nous observons qu'il y a une expérimentation croissante à partir de la fin des années 60. À ces moments, les blocus nord-américains et la censure médiatique des régimes dictatoriaux en Amérique latine renforcent l'isolement de l'île. Dans ces contextes, les Cubains avaient seulement 3 sources d'information. L'agence de presse B-News, les camarades cinéastes latino-américains qui apportaient du matériel journalistique documentaire, et enfin une antenne parabolique géante située à Guanabo, juste en face de Miami,
donc antennes qui captaient les ondes radio-télévisuelles nord-américaines et les convertissaient donc pour devenir de l'information audiovisuelle. Donc, les manques d'accès à l'information et les entraves à la circulation d'images au niveau continental ont déterminé les conditions de production du noticiero. Comme les résume un photographe, Giulio Simono, je les cite, « Nous avons toujours dû improviser avec ce que nous avions, c'est-à-dire rien. » Les cinéastes que nous avons interviewés, ils nous ont permis de comprendre que cette conjoncture géopolitique, continentale mais aussi mondiale, explique l'émergence de l'esthétique expérimentale qui est devenue la marque des fabriques du noticiero. Situé à mi-chemin du téléjournalisme, du cinéma documentaire, ce langage expérimental se constitue par la superposition des images médiatiques, fictionnelles, abstraites, des collages des musiques, des bruits, des photomontages des revues, des mouvements des caméras sur les journaux, des plans filmés sur les écrans télévisés. Donc, les conditions de production du ciné-journal en période d'embargo de censure ont donc fonctionné comme un moteur de l'expérimentation esthétique, consolidant une forme d'art politique faite d'improvisation et de créativité. Et maintenant, je voulais vous montrer juste deux exemples. Donc, tout d'abord, ces deux exemples du Brésil, ce sont donc des éditions qui ont été faites, celles-ci, avant les coups d'État militaires, où on voit cette place des écrans, qui est voilà, cette idée de filmer les écrans, tout en sachant que l'image n'est pas bonne, qu'il y a des distorsions quand on filme un écran. Et ils explicitent tous ces outils de la production de l'actualité. Et ici, nous avons une autre édition sur le Brésil dans la période post-coup d'État, dans laquelle on voit très clairement ces manques d'images. Donc, il n'y a plus beaucoup de sources d'informations. Ils s'approprient des cartes postales du Brésil pour faire une sorte de contraste entre ces portraits cartes postales et les portraits du peuple en famine, dans des conditions des vies d'habitation pitoyables. Donc voilà, ils jouent aussi sur la dialectique de ces images, des photos, pas d'images filmées. Et ils arrivent quand même à construire un récit dialectique assez expérimental. Et enfin, dernière image pour illustrer cette idée des conditions de production de l'information, ces passages, cette édition du Chili, donc vraiment 2 mois avant le coup d'État qui a renversé Salvador Allende. C'était la première attaque au palais présidentiel, la Monnaie. Et ici, on voit encore une fois un manque de sources d'information qui est contourné, remplacé, encore une fois par des filmages des écrans, ici dans cette 3e ligne, comme on voit, et des photomontages, des images très, très... pas propre en termes de visualité, mais qui était là donc pour dire voilà, les conditions de production de ces noticiers étaient très difficiles, il nous manque des images et on fait comme on peut. Et de là naît donc ces langages expérimentaux assez poétiques, expérimental, mais qui devient aussi une forme d'art politique. Donc voilà pour cette première question. J'espère ne pas avoir dépassé le temps, Michel. Juste un petit peu. Merci beaucoup. On passe maintenant à Anouk Bélanger. Merci. Si ça va, Michel, j'inverserai ton ordre parce que moi et Stéphanie, on ne s'est pas exactement écrit avec plaisir, oui. Mais c'était juste organiser un échange de paroles où Stéphanie prenait la parole en premier. Ça va? Oui. Okay. Parfait, il n'y a pas de problème, je peux commencer. Donc, parce qu'en effet, moi et Anouk, on travaille sur plusieurs projets de recherche ensemble actuellement. Alors, on a préparé notre contribution à la table ronde de ce matin, donc en se séparant les observations. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble du comité organisateur de l'événement pour l'invitation à participer à cette table ronde. Je suis ravie d'être ici avec vous ce matin. Alors, en fait,
Je dirais, tant en ce qui concerne mes projets de recherche individuels que ceux que je mène avec des collègues, notamment avec Anouk Bélanger, ce qui est vraiment central, ce sont les productions médiatiques de divertissement et donc finalement des productions audiovisuelles qui sont directement destinées à une réception via divers dispositifs où l'écran demeure central. Donc, je dirais c'est vraiment ce qui est central au sein de mes recherches et les deux notions qui animent mes projets de recherche, ce sont habituellement la notion d'abord d'identité, donc la question de la représentation des identités. Je dirais, si je peux le dire ainsi, mon cheval de bataille dans le cadre de mes recherches, mais aussi de mon enseignement, c'est de déconstruire cette vision très populaire que la télévision ne serait qu'un miroir ou un reflet de la société. Au contraire, je pense qu'il est très important de reconnaître que les écrans encadrent finalement nos visions des identités. Les écrans médiatisent des visions du monde qui contribuent à la construction de la réalité sociale et, pour reprendre les termes d'Éric Massé, qui témoignent aussi d'un certain imaginaire du moment. Donc, ce que j'essaie de faire dans beaucoup de mes projets, c'est de voir justement quelles sont ces identités, quelles sont notamment donc les identités ethnoculturelles, mais aussi les modèles de genre, donc les identités sexuées qui sont présentées dans les médias. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on s'intéresse à ces questions-là, je pense que la notion de diversité est absolument centrale aujourd'hui lorsqu'il est question des enjeux autour de la représentation des identités. Parce qu'en fait, on est dans un contexte qui est caractérisé par une multiplication des écrans et des dispositifs de visionnement. Comme dit Lynn Spiegel, on est rendu à l'ère où de multiples dispositifs de visionnement nous permettent carrément d'avoir une mobilité privatisée dans nos pratiques de divertissement. Et donc, finalement, cet accroissement-là des écrans, cet accroissement aussi des modes de distribution des productions audiovisuelles font en sorte qu'on assiste, on est dans une ère qu'on a appelée en anglais l'ère de la peak TV, où il n'y a jamais eu autant de productions et de contenu audiovisuel disponible que maintenant. Alors, je dirais une question qui anime beaucoup de mes recherches, et notamment celle que je fais avec Anouk Bélanger en ce moment, c'est de voir si cette quantité inégalée de contenu télévisuel a seulement un impact quantitatif ou si ça a aussi un impact qualitatif sur la diversité des identités, donc notamment la diversité culturelle, sexuelle et de genre que nous proposent les écrans aujourd'hui. Donc vraiment, et c'est notamment, Michel l'a dit tout à l'heure lorsqu'elle m'a présenté, j'ai à la fois, il y a le projet que je fais actuellement avec Anouk Bélanger et dont elle vous parlera un peu plus tout à l'heure, où on s'intéresse à la transformation et la multiplication des fonctions d'animateurs et d'animatrices télé sur les plateformes de streaming. Et j'ai aussi un projet de recherche sur lequel je travaille beaucoup actuellement, financé par le CRSH et qui vise à recenser et analyser les productions originales qui sont destinées spécifiquement au service de TPC francophone ici au Canada. Donc, mon but, c'est de voir aussi dans ce contexte marqué par un accès sans précédent et transnational à des productions audiovisuelles, quels sont les contenus audiovisuels qui sont produits ici dans le Canada et plus spécifiquement pour le public francophone, et est-ce qu'il y a une diversité au sein des identités qui nous sont proposées dans ces contenus-là? Alors, évidemment, pour essayer de faire vite, de ne pas dépasser mon 5 minutes. Et bon, c'est tant mieux puisque Anouk pourra compléter ma réponse. Je dirais que la question générale de nos recherches, c'est ça, c'est de voir est-ce que la télévision, et surtout la télévision en ligne, donc les plateformes de streaming qu'on regarde de plus en plus actuellement, est-ce qu'elles sont porteuses de transformation? Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un impact seulement quantitatif ou aussi qualitatif? Et est-ce que la télévision en ligne est véritablement porteuse de diversité? En fait, je dirais que ce qui ressort en gros comme constat et de plusieurs de mes projets de recherche, c'est que oui, il y a clairement une tendance à la diversification au sein des nouvelles productions audiovisuelles et notamment les productions donc destinées au service de TPC, donc de télévision par contournement. Il y a clairement une tendance à la diversification d'un point de vue culturel, d'un point de vue sexuel et de genre. Mais ce qu'on constate aussi, et le mais est important, c'est que les écrans contribuent encore à structurer, à orienter notre regard et notamment en médiatisant des visions de ce qui serait normal, de ce qui serait plus fréquent versus de ce qui serait considéré socialement comme étant anormal. Par exemple, ce qui me semble extrêmement
parlant dans beaucoup des contenus produits actuellement, c'est que oui, on inclut une diversité, mais cette diversité-là, culturelle, sexuelle et de genre, tend encore à être confinée aux rôles secondaires dans les séries qui sont produites et les rôles principaux, au contraire, semblent davantage justement contribuer encore à reproduire une norme de la blancheté, une hétéronormativité et aussi finalement une tendance au cisgenrisme, particulièrement si on se concentre sur les productions ici au Canada. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Anouk pourra compléter, mais je dirais que c'est ce qui nous semble le plus important, reconnaître une tendance à la diversification, mais reconnaître aussi que cette tendance-là s'accompagne de reproductions de discours et de représentations qui sont encore normatives. Alors, merci Stéphanie. J'enchaîne. Mes recherches, donc il y a des recherches que je fais avec Stéphanie Boisvert, avec d'autres collègues aussi. Je voudrais d'abord commencer par dire merci. Cette superbe programmation-là, je suis bien contente d'en faire partie, de pouvoir y assister aussi, tout comme l'exposition. Donc, merci Magali, Katharina et tous ceux qui ont travaillé à y contribuer. Donc, mes recherches, pour parler en général, ne portent pas que ou strictement sur les écrans. C'est-à-dire, je m'intéresse d'abord aux cultures populaires, au terrain des cultures populaires qui travaillent, qui participent aux structures sous-jacentes qui, elles, soutiennent, reproduisent, permettent certaines transformations des rapports sociaux de pouvoir, d'une inclusion dans la sphère publique, de la constitution des imaginaires collectifs. Et inévitablement, ceci m'amène à travailler l'articulation entre le matériel, donc des formes matérielles effectives et leur dimension symbolique. Au Québec, mon terrain de jeu, c'est surtout le Québec de l'après-guerre, donc celui où arrive la télévision et donc le téléviseur et la télévision, plus en général, et donc l'industrie de l'audiovisuel plus récemment, s'est imposée. Se sont imposés, ces écrans-là, je devrais dire, dans mes recherches, parce que la télévision est c'est l'écran de masse, l'écran populaire par excellence au Québec dans l'après-guerre, mais ailleurs aussi et surtout partout en Occident. Et donc, c'est devenu pour moi un lieu important où se croisent le matériel et le symbolique, où on peut, si on voulait faire appel à Baudrillard, tout à fait par hasard, où on peut faire l'analyse pas juste des signes, mais aussi des formes qu'on y trouve et des représentations qu'on y trouve comme une critique d'une économie politique ou comme une critique des structures sociales beaucoup plus larges. Et donc, avec ce cadre-là très général, ça me permet un peu de vous dire comment j'aborde l'idée de la diversité ou de la diversification. Donc, c'est tout le temps entre des liens entre des formes et un contexte plus large. Donc, on pourrait dire les Critical Cultural Studies, puis un contexte d'économie politique, ce qui nous permet de produire tel ou tel contenu sur tel ou tel écran. Donc, ces matérialités-là, articulées avec des représentations qu'on analyse, mais aussi, de manière générale, dans mes recherches, j'aime beaucoup m'intéresser à la vie des représentations, là, pour reprendre les termes d'Appadurail, ou aux matérialités des représentations, donc ce qui suit dans les rapports sociaux. C'est une autre manière de dire ce que Stéphanie mentionnait tout à l'heure. Donc, dans mes recherches à moi, donc je ne parle pas d'une recherche comme Camilla l'a mentionné tout à l'heure, je parle plutôt d'un ensemble de recherches, ensemble de recherches, actions que j'ai pu mener avec des regroupements, le comité femmes, des réalisatrices et scénaristes télévision, des réalisatrices équitables, donc pour s'intéresser au Québec à qui se retrouve derrière les caméras de télévision et de cinéma et de la diversification de l'industrie audiovisuelle plus générale, et qu'est-ce qu'on retrouve sur ces écrans-là. Donc, j'ai participé à des recherches-actions avec ces partenaires-là, mais j'ai aussi travaillé à des recherches dites scientifiques, avec Stéphanie, entre autres, sur des formes populaires qui sont des clés d'articulation et de production de la télévision, dont les animateurs et les animatrices. Quand la télévision passe en mode plateforme, on s'est posé la question qu'est-ce que ça donne quand la post-télévision rencontre le post-féminisme, puis on s'est donné la forme populaire qui est l'animatrice pour aller voir comment ça se joue. J'ai travaillé aussi plus largement sur les artisans, les artistes des industries audiovisuelles, donc pour voir comment les conditions que s'imposent ou qui sont bouleversées par l'arrivée du numérique leur donnent
leur impose de nouvelles contraintes, mais aussi des nouvelles possibilités, et comment ça se joue après dans les contenus qu'on trouve, dont la dimension symbolique, et comment se pose la question de la diversité à ce moment-là. Poursuivre avec poursuivre et conclure sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort fortement de nos recherches. Stéphanie a mentionné tout à l'heure donc une diversification ou une diversité notable dans les 15 dernières années sur nos écrans au Québec et au Canada. Mais ce qui ressort avec cette tendance-là sur nos écrans, c'est une stratégie de production puis de réalisation des représentations basées sur l'ambivalence. C'est-à-dire qu'au même moment où on a des avancées, on pourrait dire, sur l'inclusion à certaines diversités de genre, ethnoculturelles, etc., on a aussi une combinaison avec des traces de reproduction normative. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on le sait, la télévision, surtout la télévision, pour mobiliser et capitaliser sur un public de masse, doit être capable, en ce moment, pour inclure la diversité, de construire des représentations sur la base d'un compromis, diraient certains auteurs, ou d'une ambivalence, c'est-à-dire combinant à la fois des traces de transformation et des traces de reproduction normative. Donc, la clé, je vais juste nommer l'exemple, je ne vais pas l'analyser, Michel. L'exemple des animatrices, par exemple, sur les plateformes ou des animatrices les plus en vue dans nos écrans de télévision en ce moment au Québec, se présentent comme des femmes, des féministes, des femmes fortes, indépendantes, entrepreneurs à succès, etc. Et dans ce sens-là, on a tendance à les mettre en évidence comme étant des figures de proue du féminisme actuel au Québec. Alors qu'au même moment, on en fait la promotion par le biais de valeurs et de qualités individuelles basées, entre autres, sur les bons choix qu'elles ont faits pour être en santé et belles et slim comme elles le sont aujourd'hui, la maternité, etc. Donc, cette idée de compromis et d'ambivalence est une des conditions d'ouverture à la diversité, mais c'est aussi un des freins de l'inclusion à la diversité aujourd'hui sur nos écrans. Merci bien, Stéphanie et Anouk. Super intéressant. Maintenant, Christine Toyer nous présentera ses réponses. Merci. Alors, d'abord, merci aux organisatrices de cet événement qui est vraiment passionnant. Donc, c'est vraiment un plaisir. Merci Michel d'animer la table. Depuis 2014, je travaille sur les pratiques de visionnement connecté des jeunes adultes particulièrement, et notamment sur la réception des séries. Et c'est plusieurs projets qui sont menés avec différents collègues, Christian Agbobli, Florence Migrand, Katharina Niemeyer et Catherine Montgomery pour un projet qui commence et plusieurs étudiantes et étudiants. Et donc, les écrans sont au centre de ces recherches-là, parce que la question transversale dans tout ça, c'est de voir qu'est-ce que ça change de regarder des contenus de manière connectés, c'est-à-dire au travers d'écrans connectés, de plateformes, comment ça transforme les pratiques spectatorielles en tant que telles, mais comment ça transforme surtout le sens des pratiques. Alors, les résultats, il y a plusieurs transformations qui ont été mises en évidence, qui sont aussi largement documentées, et plusieurs permanences aussi, tout ne change pas. Je vais juste mettre l'accent sur quelques-unes. Alors, une chose, il y a le fait qu'on voit que les pratiques de visionnement s'individualisent. Et ça, c'est associé à l'ampleur de l'offre, entre autres, qui permet, Anouk en a parlé, mais en tout cas, ça rend possible une personnalisation des choix, personnalisation qui est évidemment poussée par les propositions des algorithmes. Et c'est peut-être pas si personnalisé que ça, mais ce qui me frappe dans la dernière enquête qu'on a réalisée en 2020 auprès des 18-25 ans, c'est qu'on en avait fait une déjà en 2017 et on voit vraiment une progression du recours aux algorithmes, donc des jeunes qui vont arriver sur la plateforme puis qui vont une fois sur la plateforme sans remettre à l'algorithme pour décider ce qu'ils vont regarder et qui sont très satisfaits des recommandations qu'on leur fait. Cette individualisation des pratiques, elle est aussi associée au fait que les plateformes sont accessibles en tout temps, parce que les dispositifs sont mobiles, même si la mobilité elle joue plus particulièrement au sein du foyer, mais néanmoins, donc, ça favorise une inscription dans une diversité de temps sociaux, donc tout ça, ça favorise pas, ça rend plus difficile le visionnement collectif puisque tout le monde a des rythmes tellement personnalisés. Mais aussi, et c'est surtout ce qui m'a frappé le plus, c'est que les jeunes adultes qu'on rencontre nous disent qu'ils veulent visionner seuls parce qu'ils veulent s'engager pleinement dans les séries qui les intéressent
Et ça, c'est une expérience qui engage le corps. Ils vont parler de la façon dont ils regardent l'écran qu'ils tiennent à bout de bras dans le lit, donc qui fait corps quasiment avec eux. Le fait que l'immersion dans la série, parce qu'on la regarde de manière condensée, en binge, j'aime pas le mot, mais enfin c'est ça, et qui va transformer le rapport à la sérialité, à la conversation autour de la série qui va être reportée en fin de saison plutôt qu'en fin d'épisode. Donc même si le co-visionnement perdure de différentes façons, se transforme aussi via les applis de co-visionnement à distance, puis ça a pris en popularité pendant la période de Covid, mais il reste que le visionnement individuel reste important, et derrière le visionnement individuel, il y a le fait que les jeunes tissent avec les contenus, mais aussi avec l'expérience en tant que telle de visionnement, un lien qui est vraiment très personnel. Autre constat, c'est par rapport à la question de l'identité, c'est lié à cette idée aussi d'individualisation du visionnement, c'est que les jeunes adultes vont nous souligner combien le visionnement de séries est une ressource pour la construction identitaire, pour apprendre à se connaître, à réfléchir sur soi, à faire des expérimentations, à vivre et à trouver des solutions à des épreuves. Alors, c'est pas nouveau, ça, hein, ça existe avec les contenus culturels depuis longtemps. On sait qu'ils sont identifiés comme des possibilités finalement de se révéler à leur contact. Massé l'a notamment montré très bien à propos de la lecture, mais quand même, il y a des choses qui se transforment avec des dispositifs de visionnement connecté autour de l'usage des séries, notamment ce sur quoi je mets l'accent. Par exemple, une pratique, le revisionnement, une pratique qui progresse et qui est de plus en plus facile. Donc, dans la dernière enquête qu'on a faite en 2020, c'est 72% des jeunes qui disent qu'ils revisionnent les séries, donc pas une pratique marginale. Et donc, ça a progressé aussi pendant la pandémie. Et cette pratique de revisionnement choisi, donc on n'est plus dans la rediffusion, c'est vraiment un revisionnement choisi qui est possible parce que les contenus sont accessibles longtemps en ligne, mais elle ouvre un espace de réflexivité sur le long terme. Elle permet de revenir vers un certain nombre de contenus qu'on a identifiés comme marquants dans son parcours. Et donc, le dispositif va aussi permettre de constituer des listes de lecture en fonction de son parcours, en vous offrant toutes les plateformes de constituer des listes. Autre constat, donc ça, on en a parlé, les contenus aussi circulent de manière régionale, de manière globale. Et dans une recherche qu'on réalise avec Christian Agobli, on a fait une enquête d'abord, puis on a vu que oui, alors les séries américaines auprès des jeunes adultes demeurent parmi les contenus qui sont les plus visionnés, mais 59% des jeunes qu'on a interrogés, donc 1000 jeunes au Québec, avaient visionné une ou plusieurs séries qui avaient été produites hors de la zone Nord-Amérique. Et ça, c'est à peu près autant que ceux qui avaient visionné une série québécoise. Et ça avait été fait essentiellement sur Netflix parce que c'est la plateforme qu'ils utilisent le plus, 87% qui ont accès à un compte Netflix. Alors, pour une partie des jeunes, c'était vraiment pas un choix d'aller vers des séries produites ailleurs. Ils y allaient parce qu'elles s'inscrivaient dans un genre qu'ils apprécient et qui leur sont proposés par les algorithmes. Et même quelquefois, ils ne sont pas tout conscients qu'ils sont en train de regarder une série étrangère parce que par défaut, ça part dans la langue qu'ils ont choisie. Pour d'autres, il y a vraiment une volonté de regarder des contenus qui viennent d'une culture qui les intéresse, de découvrir la langue, etc. Mais dans tous les cas, que ce soit accidentel ou choisi, on voit que ça contribue à ouvrir à des codes esthétiques et narratifs qui vont être un peu différents. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que plusieurs disaient qu'ils préféraient cet accès au pays, cet accès à l'autre, au travers de la série, parce que là, ils disaient qu'ils avaient l'impression de voir le pays de l'intérieur. Ils avaient l'impression, à cause notamment du quotidien, sur lequel on met l'accent dans les séries, puis de la lenteur. Ils commentaient des séries venues d'ailleurs, qui auraient un rythme encore plus lent, et puis qu'ils avaient accès au code des relations interpersonnelles qui les intéressaient tout particulièrement. Et même quand ils allaient en voyage dans un pays, la série locale du pays, elle joue un rôle de médiation. Elle favorise le travail de mise en signification de l'autre. Et donc, ils regardaient des séries du pays en visitant le pays
pour pouvoir mieux comprendre le pays. Donc, je trouvais que c'était une belle illustration de la pensée de Baudrillard sur le concept d'hyper-réel, où on voit là clairement comment la carte l'emporte sur le territoire en se présentant comme le réel lui-même. Voilà. Merci, Christine. J'aime beaucoup la conversation qui émerge entre vous. Et j'ai bien raté ma lecture de l'alphabet en oubliant Destiny. Alors, je vous présente Destiny Chewali. Merci, Christian. Je dis Christian. Merci, Michel. Et merci aussi à Christine pour sa présentation. Je tiens à saluer aussi les organisatrices et les organisateurs pour cette très belle initiative que constitue ce symposium et de manière générale aussi cette exposition. Alors, pour ma part, c'est vraiment dans une perspective de communication internationale et à travers le prisme des approches critiques de la mondialisation culturelle que mes travaux de recherche de ces 5-6 dernières années ont abordé les mutations numériques des industries culturelles en examinant particulièrement les dynamiques et les processus à l'œuvre en matière d'accès, de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles, notamment dans l'environnement numérique. Donc, j'ai été régulièrement amené à me préoccuper du rôle relativement central que jouent désormais les écrans et les interfaces des plateformes, des terminaux, des applications de nos appareils numériques sur la manière dont nous découvrons et nous consommons des contenus en ligne. Vous le savez, hein, on s'entend maintenant pour admettre que l'environnement numérique est caractérisé par une surabondance de contenus. Juste à titre d'exemple, vous avez peut-être dû entendre parler de cette statistique, une estimation faite par la firme Cisco qui dit que pour visionner tout le contenu vidéo qui circulera chaque mois sur les réseaux IP mondiaux, une personne devrait fixer son écran pendant plus de 5 millions d'années. Et cela traduit, par exemple, aussi le fait qu'en 1 minute sur YouTube, il y a plus de 500 heures de contenu vidéo qui sont mises en ligne. Et quand on prend Netflix, c'est plus de 400 000 vidéos qui sont regardées à la minute sur la plateforme Netflix. Et donc, tout cela traduit le fait non seulement que la vidéo s'est notamment imposée comme contenu roi, mais aussi le fait que le streaming vidéo aujourd'hui représente plus de 60% du trafic Internet mondial. Et tout cela, face à cette surabondance aussi de contenu, la question que moi je m'amène à me poser, c'est le fait que les plateformes numériques mondiales modifient non seulement comment les publics recherchent des contenus, mais aussi comment ils voient les résultats des recherches. Et donc, je m'intéresse à la structuration, à l'exposition de l'offre telle qu'elle est accessible via nos écrans d'accueil et via les interfaces de certaines plateformes. Et je cherche surtout à comprendre à quel point ce que nous voyons sur nos interfaces d'accueil, sur nos écrans d'accueil, à quel point cela est le reflet de ce qu'on veut bien nous faire voir à l'écran. Je m'appuie notamment sur l'hypothèse que les gestionnaires des plateformes accordent de plus en plus d'attention à l'éditorialisation de leurs interfaces en misant sur l'agencement et le positionnement des contenus de manière très bien orchestrée pour capter notre attention et générer une production d'une valeur d'usage au-delà de la qualité des contenus eux-mêmes. Quand vous prenez Netflix, par exemple, avant même de choisir ce qui vous plaît à regarder, vous avez dû remarquer, on vous donne à voir ce que la plupart des gens ont le plus regardé au Canada, par exemple. Donc, les fameuses listes de top 10, là. Donc, ce qu'ils ont le plus aimé, et aujourd'hui, la plateforme vous propose désormais même une lecture aléatoire. Mais à quel point cette lecture aléatoire vous recommande des contenus, le bon contenu? C'est quoi le bon contenu pour vous, pour moi, par rapport à ce qui est bon contenu pour la plateforme? Donc, en d'autres termes, notre attention et notre temps d'écran, ne pas parler de notre temps de cerveau disponible pour faire allusion à la fameuse formule de l'ex-PDG de TF1, c'est de capter et de monétiser notre attention en nous orientant vers les nouveautés, vers les contenus les plus populaires qui font office de catégorie d'appel, mais qui, je vous le dirai, à force, engendre une boucle de rétroaction par rapport au succès. Donc, c'est vraiment les contenus à succès, les contenus mainstream qui sont plébiscités. Cela n'est pas en soi un phénomène nouveau, mais je vous dirais que, contrairement aux gourous de technologie qui vantent la démocratisation de la culture, on assiste ici peut-être aussi à une tendance à une dictature algorithmique de la culture, dans le sens où, finalement, le contenu le plus diversifié ne se révèle pas, à moins de chances de se révéler à nous par une magie spontanée dans un millier de titres de catalogue.
Et donc, les critères de visibilité, les critères d'exposition, de mise en valeur des contenus sur nos interfaces d'écran doivent être questionnés pour comprendre comment ces critères influencent la capacité d'un contenu à se démarquer pour atteindre un auditoire qui n'en connaissait pas, par exemple, l'existence. C'est ça la question même de la découvrabilité qui préoccupe, sur lesquelles se focalisent un peu mes recherches. Et je vous donnerai juste à titre d'exemple quelques résultats de recherches récentes menées pour le compte de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui montrent à quel point les enjeux de repérabilité, de disponibilité et de visibilité des contenus impactent, par exemple, les contenus francophones. D'abord, sur les 10 millions de sites web les plus visités au monde, retenez qu'il n'y en a que 2,7% qui sont des sites en langue française. Et on va plus loin, quand on prend le fonds image, un dispositif qui soutient la production de films, de séries, de documentaires francophones, de la francophonie, seulement 2% des productions soutenues, des productions francophones, sont disponibles sur YouTube et zéro, bien évidemment, zéro sur Netflix. Et ce qu'on remarque, c'est que malgré une forte appétence des usagers francophones pour consommer des contenus nationaux locaux dans lesquels ils s'identifieraient, leurs préférences de consommation ne sont toujours pas prises en compte dans les recommandations des plateformes. Et donc, j'en conclus que l'existence d'une diversité de sources d'exposition ou de points d'accès au contenu culturel ne garantit pas systématiquement la découvrabilité des contenus locaux sur les interfaces d'accueil de ces plateformes-là. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter vraiment pour la consommation, d'une consommation diversifiée. Lorsqu'on sait par exemple que sur Netflix, 70% des contenus consommés, 70% sont le résultat des recommandations de la plateforme. Cela veut dire que presque 2 fois sur 3, l'utilisateur choisit de voir ce que la plateforme lui recommande. Et ça, c'est sans compter tous les biais qui sont induits par la personnalisation des vignettes, des films et des séries, des biais qui sont parfois basés sur des critères de race, Netflix s'en défend là, mais des critères aussi de codes sociaux, culturels, langagiers, parce que vous savez, selon la similarité de nos goûts, nous faisons partie de communautés de goûts telles que dénommées, identifiées par la plateforme. Et donc, je terminerai en disant que l'abondance et la diversité produite ou offerte en ligne n'entraînent pas de manière systématique une consommation diversifiée des contenus. Et il y a de plus en plus des écarts qui deviennent très significatifs entre les best-sellers, les contenus populaires, et les œuvres très faiblement consultées, vues ou écoutées. Merci. Merci, Destiny. Et maintenant, on va finir nos réponses à cette question avec Selina Van den Broek. Merci, Selina. Bonjour et merci aux organisatrices pour cette invitation à participer dans cette table ronde ce matin. D'abord, avant de commencer, je voudrais vous avertir que c'est la première fois que je présente en français et même si je suis très, très, très heureuse de pouvoir le faire et sortir un peu de la bulle anglophone de McGill, je voudrais quand même m'excuser pour les fautes que je suis en train de faire et dans lesquelles vous serez des victimes directes. Alors, ayant dit cela, moi, ce que m'intéresse profondément, c'est les passages de la photographie analogue à la photographie numérique, ou comme je l'ai dit dans ma thèse que je viens de déposer, les passages de la photographie comme objet qu'on gardait pour produire une image à regarder dans l'avenir, à une photographie qui fonctionne plus en plus comme un message plutôt éphémère avec une vie courte, presque. Donc, pour répondre à votre question, les écrans occupent une place centrale dans mes recherches, étant donné que le téléphone intelligent est devenu le support fondamental pour la prise et le partage aussi des photos au quotidien. Caroline Thoer a juste dit que les pratiques de visionnement s'individualisent et c'est pareil avec la photographie. L'écran est au centre jusqu'au point qu'il a même modifié la physiologie de la pratique en disant au revoir au bouton mécanique, par exemple. Alors, en ce qui concerne les observations principales que j'en ai fait ces dernières années, elles sont à voir en premier lieu avec ce changement de statut de la photographie
qui servait jusqu'au peu principalement comme une sorte de génératrice des souvenirs au sein de la famille. C'est la fonction familiale de Bourdieu. Et mon hypothèse est justement que le téléphone cellulaire a donné une sorte de coup de grâce à la photographie qui a vu son statut changer et fonction maintenant avec une intention de communication rapide, ancrée principalement, pas toujours, mais principalement au présent. Et ça a forcément, bien sûr, agrandi la notion de ce qui est photographiable. Autrement dit, de ce qu'on pense que mérite d'être photographié. Les exemples sont numéroux. Je ne sais pas, un café latte qu'on est en train de boire, mes ongles, la liste des épiceries, les codes en place de stationnement, la couverture d'un livre. Ce sont toutes ces images qui se sont rapidement imposées et qui maintenant ne semblent pas sortir de l'ordinaire, ne sont entrées qu'heureusement dans les catalogues de ce qui est maintenant considéré comme possible de photographier, d'être photographié chez les amateurs, je parle aussi. C'est-à-dire qu'une de mes observations, c'est que la photographie au quotidien devient plus en plus importante sur le plan communicationnel et conversationnel, donnant à l'image un cycle de vie bref et éphémère, comme j'ai déjà dit. Et en deuxième lieu, et partant de cette première observation, une de mes autres observations, c'était que la technologie numérique, au lieu de représenter une rupture avec la tradition de la photographie comme moyen réaliste, ce qui était certainement une de peurs ou de prophéties qui ont été élaborées à la fin des années 90 et début des années 2000. Il a en fait intensifié ce rôle-là, son rôle comme médium réaliste, particulièrement dans les échanges communicatifs rapides et surtout dans les conversations qui prennent place dans des plateformes de chat comme WhatsApp, par exemple. La lecture de l'image qu'on partage repose plusieurs fois sur la présomption que la photographie est fidèle à ce qu'elle représente. Et elle constitue plusieurs fois aussi une manière d'économiser des mots. Par exemple, je ne sais pas si acheter cette robe, j'envoie une photo à mon ami pour voir ce qu'elle pense. On peut penser à plusieurs exemples. En fait, j'ai mené une enquête par sondage avec 500 personnes dans la région latino-américaine qui m'ont décrit les 5 dernières photos qu'elles avaient prises avec ces cellulaires. Et ça m'a mené à observer que même si on croit parfois que les selfies constituent les genres le plus généralisé ou le plus connu et qui condensent un peu l'esprit de notre époque narcissique, c'était un autre genre photographique qui émergeait très clairement au présent. Et mercredi, dans l'ouverture du symposium, quelqu'un a dit que Jean Baudrillard prenait juste des photos des objets, des natures mortes. Et c'est justement cette sorte de sujet photographique qui semble attirer la prise photographique maintenant. Ça ne veut pas dire, of course, qu'on ne s'intéresse plus à photographier des événements spéciaux qui ont à voir à la préservation de la mémoire. Nos enfants, les amis, les vacances, les anniversaires sont toujours là. Mais qu'on incorpore des images qui servent à représenter quelque chose de ponctuel dans les cadres d'une conversation en ligne, peut-être des reçus, une capture d'écran, une paire de chaussures, mes ongles, peu importe. Les premiers exemples que j'ai donnés, nos enfants, les amis, les vacances, peuvent aspirer à être conservés comme souvenirs, mais les seconds remplissent d'autres fonctions sociales qui n'ont pas grand-chose à voir avec les côtés rituels ou cérémoniels de la photographie. Il semble au contraire ne pas mériter à être conservés à long terme parce que, en fait, leur signification se veut de courte durée. Et contrairement à la manière dont la photographie a été autrefois appropriée socialement, ces images semblent un peu dépourvues de tout symbolisme ou projection future et restent pleinement ancrées
dans le présent, justement parce que leur raison d'être, d'existence est liée à un usage purement instrumental et communicatif en soi. Alors, je m'arrête là. Voilà mes observations principales. Formidable et fascinante, Célina. Et pas pour vous torturer, mais je vais renverser l'ordre pour la deuxième question. Je vais prendre un maté pour... Et à mes oreilles américaines, ton français est parfaite. Parfait, si, voilà. OK. Pour le deuxième tour, parce que je ne suis pas assez méchante, vous avez tous comme 1 minute pour répondre. 1 minute? J'ai coupé personne dans le premier tour. J'exagère. Vous avez, on peut dire, 4 minutes pour la deuxième réponse à la question. Alors, notre prochaine question pour vous, en commençant avec Célina. Quelle perspective les écrans offrent-ils et devraient-ils ouvrir? Quels sont pour vous les enjeux critiques à noter et discuter pour l'avenir? Et voilà, on commence par toi, Célina. Je viens juste de dire, mes recherches portent sur la photographie. Étant donné que je viens du monde des études en communication, particulièrement les études en communication anglophone, où la photographie en soi a toujours eu une place plutôt marginale, trouvant une meilleure réception intellectuelle dans les domaines de l'histoire de l'art et aussi dans les études cinématographiques. Étant donné cela, je pense que le virage de la photographie aux écrans présente une belle opportunité aux théoriciennes et aux théoriciens des médias pour commencer à penser la photographie en tant que moyen de communication, en mettant l'accent non seulement sur les côtés esthétiques ou représentationnels de l'image photographique, mais aussi sur les enjeux sociaux et les rôles communicatifs de la photographie numérique. J'aimerais, je ne sais pas, voir comment la photographie arrête de se cacher dans les termes englobant des images numériques et on commence à penser les images qu'on prend souvent avec nos téléphones cellulaires en tant que message. La photographie en tant que moyen de communication au quotidien a son rôle de plus en plus important sur les côtés conversationnels. Et puis les écrans, je crois qu'ils nous invitent à penser dans quelle mesure et comment la fusion de la photographie avec les technologies mobiles bouleverse, resignifie la manière dont les gens interagissent avec les photographies qu'elles ou ils produisent et reçoivent. C'est-à-dire que si traditionnellement l'image photographique a été considérée comme une trace du passé, un survivant du temps qui passe, une garantie d'accéder à un passé qui nous constitue en tant qu'une société à l'inverse, dans la communication orale, l'énoncé coïncide avec la disparition et je trouve que les écrans nous incitent à explorer comment la photographie au quotidien devient plus dialogique, on peut dire. C'est-à-dire qu'elle fonctionnerait moins comme une trace, mais plutôt comme un énoncé qui produit une temporalité comparable, c'est à explorer cela, mais à celle de la communication orale. Je m'arrête là. Merci. Merci. Alors, tu as donné un peu de temps à Destiny. Je vais faire la même erreur, Destiny, mais maintenant dans ta faveur. Alors, vas-y. Alors, au niveau des perspectives, alors c'est 2 questions en une là, et donc du coup, un peu un exercice de tortue, mais on commence par avoir l'habitude maintenant. Disons que en termes de perspectives qu'offrent les écrans, vous savez, hein, nous représentons désormais le monde à travers des écrans d'appareils numériques, des interfaces homme-machine qui sont vraiment devenus constitutifs de notre environnement et de notre réalité. Et moi, je fais même référence à l'allégorie de Platon, vous savez, les murs de nos cavernes. Aujourd'hui, ces murs sont recouverts de plein de projecteurs, d'écrans, d'hyperliens, d'hyperlieux qui entretiennent une illusion de réalité augmentée avec l'abondance ou la diversité de choix que nous aurions quand nous plongeons les yeux dans nos écrans. Mais comme on le sait, une partie de l'œuvre de Jean Baudrillard s'est beaucoup consacrée à l'analyse de la marchandisation de la culture, hein, de la disneyification du monde et de la médiatisation de nos sociétés avec l'ascension de la consommation. Et quand on ramène ça aux écrans,
je trouve que la multiplication des écrans et de la source des expositions de contenu constitue un peu une manifestation de ce que Gilles Lipovetsky avait appelé l'hypermodernité. Là, on est en plein dedans. Et ça entraîne un double mouvement de culturalisation de la marchandise, mais en même temps aussi de marchandisation de la culture. Et la préoccupation reste de savoir comment ce double mouvement pourrait engendrer un système de production de diversité culturelle qui garantirait justement une victoire sur les forces obscures du consumérisme universel avec l'hyperculture globalisante dont parlait Jean Tardif. Baudrillard, je termine là-dessus, nous prévenait aussi, non sans une certaine ironie, que l'humanité attend que l'intelligence artificielle la sauve de sa stupidité naturelle. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il semble y avoir vraiment beaucoup d'attentes en lien avec le développement d'une culture algorithmique ou de la conception des algorithmes comme culture, mais il suffit de poser la question à Dominique Cadon de savoir à quoi rêvent vraiment les algorithmes et il va vous répondre que de façon probabiliste, les algorithmes soupçonnent qu'une personne pourrait faire telle ou telle chose qu'elle n'a pas encore faite parce que celles qui lui ressemblent l'ont, elles, déjà fait la chose en question, et que le futur de l'internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent. Les algorithmes pourraient nous emprisonner donc dans une forme de conformisme, et ils rêvent à installer un environnement technique invisible permettant partout et pour tout de nous orienter sans nous contraindre. Je pense que le design, la conception, l'éditorialisation de nos interfaces numériques, des écrans, contribue déjà un peu à cette entreprise d'invisibilisation de l'emprise des machines dans la prescription de nos goûts, de nos choix culturels. Et il y a d'importants enjeux de régulation, de souveraineté culturelle qu'il faut tenir compte ici. Moi, en termes critiques aussi, on va peut-être se pencher davantage sur le rapport complémentarité-rivalité entre petits écrans et grands écrans. Vous le savez, la pandémie a généré de nouvelles habitudes de visionnement. Puis aujourd'hui, vis-à-vis de nos salles obscures, les salles de cinéma, on se demande si ces effets, cette tendance à l'abonnement aux plateformes va prendre le dessus par rapport éventuellement à la fréquentation au retour dans les salles de cinéma. C'est des tendances à bien évidemment continuer à observer. Là. Je vais m'arrêter là pour le moment et on reviendra peut-être dans la discussion sur d'autres aspects que j'avais notés aussi. Merci beaucoup, Destiny. Et maintenant, on tourne vers Christine. Merci. Alors, ce constat qu'on fait toutes et tous de l'omniprésence des écrans, puis dans le cadre des recherches que je mène avec mes collègues, de l'importance des séries dans la vie des jeunes adultes, puis on voit que c'est le premier contenu, les séries, qu'ils regardent en ligne. Donc, du coup, ça amène à se pencher sur les contenus en tant que tels auxquels ils sont exposés et donc à regarder le jeu que fait l'algorithme, c'est ce dont nous a parlé Destiny, à regarder les conditions de production, ce à quoi travaille par exemple en partie Anouk, à regarder la standardisation qui est amenée aussi dans le cadre des contenus par différents facteurs, mais aussi par la plateformisation. Marie-Kate Jenner parle d'une grammaire Netflix où le format est de plus en plus pensé pour favoriser une circulation régionale ou globale. Bon. Donc, le risque, souligne Baudrillard, que l'écran fait disparaître tout ce qui n'est pas retenu, il est évident. Donc, ça amène à vraiment se pencher sur qu'est-ce qui est retenu. Mais en même temps, et plusieurs l'ont soutenu dans les différentes tables rondes précédentes, c'est qu'il y a aussi une pluralité des expériences. Et notamment, les individus, ils vont dialoguer avec les contenus de manière singulière, par exemple, et d'autant plus que les séries, donc, je parle de ces contenus-là, mais en fait, ça ne s'arrête plus à la série elle-même, mais ça vient avec toutes sortes de paratextes qui circulent sur nos écrans, des conversations, des extraits, des images qui sont remixées, des vidéos, etc., qui participent de l'expansion du récit, comme une traîne autour de la série, et qui vont transformer l'expérience de visionnement et les expériences, et toute la discussion autour de la série, elle va aussi s'articuler avec ces différents paratextes. Donc finalement, les possibilités d'interagir avec les contenus, elles sont vraiment multiples et relativement personnalisées. Et cette idée-là d'un écosystème autour des séries, c'est Martha Boni qui le met de l'avant. Par ailleurs, les individus sont aussi capables de détourner le dispositif
Et par exemple, l'algorithme Netflix, il y a eu quelques études, je pense que c'est de Chloé Delaporte, qui montrent comment certains individus vont essayer justement de regarder des choses un peu différentes pour essayer de sortir des propositions que nous fait l'algorithme. Et enfin, dernière chose, c'est que si on pense les médias plutôt dans une perspective de convergence à Jenkins, on voit que les plateformes ne font pas disparaître la télévision. Et par rapport à ça, je pensais notamment, je vous parlais des pratiques d'individualisation du visionnement, mais on les présentait vraiment comme un point de non-retour. Ça y est, on allait regarder de plus en plus de manière individuelle. Mais en fait, on voit la pandémie arrive et puis les pratiques de visionnement collectif vont progresser, notamment familiales. Et là, justement, les parents vont s'intéresser à ce que regardent leurs enfants. Il va y avoir plein d'échanges qui vont avoir eu lieu pendant cette période. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on voit que ce non-retour, il n'y a pas vraiment de non-retour. On ne sait pas, en fait. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que c'est important d'avoir ce regard critique, mais qu'il ne faut pas oublier la complexité des pratiques et les différentes significations, finalement, que construisent les individus autour de leurs pratiques. Merci Christine, formidable. Je pense que la conversation va être vraiment riche une fois que nous convoquons l'auditoire. Avant ce moment, je cède le micro à Anouk et Stéphanie et puis Camilla. Alors, allez-y, mes collègues. Stéphanie, on le fait à l'envers ou à l'endroit? Tu veux que je commence? C'est comme tu veux. Mais je peux y aller. On avait noté certains éléments à discuter qui sont assez généraux, puis qui, on espérait, ouvrent la discussion encore plus largement. Donc, d'une part, pour nous, un point important, c'est de comprendre les écrans ou la multi-écranité dans une compréhension globale de ce qui se forme ou de ce qui se met en place dans l'industrie de l'audiovisuel. Parce que quand les publics sont en conversation avec les personnages de leur quotidien, comme c'est le cas par exemple dans District 31, quand les structures de production, de distribution, quand les pratiques de visionnement sont chamboulées, il faut actualiser la conception évidemment des chaînes ou des processus de construction de sens, ce qu'on étudie, ce qu'on cherche à comprendre finalement. Et ça inclut l'inter- et la transmédialité, ça inclut la complexité des pratiques de visionnement que vient de mentionner Christine Toher, évidemment, mais aussi les politiques de distribution et de circulation qui sont ceux, entre autres dictés par les algorithmes, mais qui sont les autres qui se dynamisent sur les terrains locaux, donc en dehors là, de la dictature, on pourrait dire, techno-algorithmique. Donc, ça, d'une part. Compréhension des écrans dans une compréhension, c'est-à-dire placer les écrans dans une compréhension globale. Deuxièmement, ce qui nous apparaît important, puis qui se révèle des recherches-actions qu'on a pu faire au Québec dernièrement, au Québec et ailleurs, c'est d'aller voir qui fabrique les images, qui détient les privilèges de la signature artistique et donc de la visibilité et donc d'une ouverture à la diversification des contenus puis des représentations. Parce qu'on le sait, les bouleversements dans les systèmes et les dynamiques de production ont annoncé une démocratisation et on aurait pu espérer une plus grande diversité. Or, il est encore primordial de comprendre puis de questionner comment se fait la production parce que la production audiovisuelle, c'est aussi une production de sens, évidemment. Bon, là, je fais référence à Raymond Williams comme à beaucoup d'autres. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple très concret, on l'a vu dans les recherches qu'on est en train de mener avec les réalisatrices équitables, quand les femmes scénarisent et réalisent les films, il y a plus de femmes dans les premiers rôles, il y a une plus grande diversité des corps et des âges des personnages principaux. Donc, il y a des liens entre qui fabrique, qui imagine, qui représente, qui raconte et ce qu'on retrouve sur les écrans. Donc, le lien entre le derrière et le dedans ou le devant de la caméra, à mon sens, à notre sens, est important. Le dernier point que je voudrais amener très rapidement, c'est pour inclure dans la discussion la possibilité de parler d'éducation et de formation, donc celle qu'on fait tous comme, pas nécessairement chercheurs, mais comme enseignante à l'université, parce que
il y a une redéfinition puis une déconstruction là, des visions ontologiques des médias qui est à considérer. Et si je peux me permettre, je paraphraserais les travaux de Stéphane Vial qui participait à la table ronde d'hier en disant que nos rapports sociaux et nos imaginaires collectifs dépendent en quelque sorte des appareils qui nous entourent et de la manière dont, en tant qu'instrument, ça c'est ces termes phénoménotechniques, ils font le monde et nous le donnent. Et donc, dans ces conditions-là, celles et ceux qui ont la charge de concevoir ces appareils, tout comme ceux et celles qui ont la charge derrière la caméra de fabriquer les images, doivent être considérés comme philosophiquement responsables de l'expérience, c'est-à-dire de tout ce qui s'offre à être perçu, vécu et éprouvé. Et ça, pour nous, c'est important de le communiquer dans le sens d'un enseignement, donc de faire prendre conscience aux étudiants et étudiantes qui étudient la télévision, le cinéma, l'audiovisuel, de cette position-là, de cette ouverture-là qu'ils peuvent s'approprier. Alors, je vais enchaîner. Les éléments dont je voulais discuter vont rejoindre certaines observations qui ont été amenées précédemment par mes collègues Destiny et Christine. Alors, pour moi, du point de vue de des perspectives que les écrans offrent ou devraient ouvrir, je pense que c'est important de rappeler, d'enfoncer le clou par rapport au fait que donc la numérisation des contenus, la multiplication des écrans amène techniquement une perspective, donc un potentiel de découverte. J'aime beaucoup le terme, au lieu de parler de plateforme de streaming, j'aime beaucoup le terme que propose Amanda Deelotz. Elle propose de concevoir donc les services de télévision par contournement, non pas comme des plateformes, mais bel et bien comme des portails. Ces portails-là, pour elle, doivent vraiment être envisagés. Donc, quelque chose qui s'ouvre et qui nous amène une accessibilité sans précédent à une bibliothèque de contenu qui offre potentiellement une diversité et qui offre donc un potentiel, une perspective de visibilité d'une diversité culturelle. Or, et pour moi, donc, c'est un enjeu fondamental dont a déjà parlé Destiny, il faut toujours se poser la question si cette diversité-là de contenu auquel on a accès, si elle a pour résultat, si elle mène véritablement à une diversité consommée, à une diversité visionnée. Alors, au-delà du fait qu'on parle beaucoup de la pertinence, de l'importance que les plateformes de streaming peuvent avoir aujourd'hui pour permettre de se connaître, comme disait Christine Thoer tout à l'heure, apprendre à se connaître à travers les contenus qu'on visionne, qu'en est-il de notre connaissance de l'autre? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enjeux de ce côté-là, notamment la surabondance de contenus destinés aux écrans à l'ère numérique confronte, entre autres, un phénomène important de fatigue du choix qu'a documenté John Ellis et qui fait en sorte, et je suis persuadée que tous et toutes ici, nous l'avons déjà vécu, on a tendance à scroller down sur les plateformes et donc à regarder, à envisager différents choix d'émissions qu'on aimerait visionner un jour, mais peut-être pas maintenant. Alors, cette surabondance de contenu, comme on le voit à travers la fatigue du choix qu'elle amène, peut résulter en une perte de diversité, une homogénéisation dans nos pratiques de visionnement. Et par ailleurs, bien sûr, l'utilisation de plus en plus importante des algorithmes de recommandation, dont le fonctionnement, rappelons-le, n'est pour l'instant pas encore balisé ou réglementé au Canada, peut aussi mener à ce que cette diversité de contenus et d'expressions culturelles et identitaires que nous offrent actuellement les écrans ne soit pas véritablement consommée. Et c'est pour ça que j'amènerais, par ailleurs, je vais me permettre de localiser un peu l'enjeu. Je pense que c'est important de souligner en ce moment des enjeux critiques les plus importants à discuter ici au Canada. C'est bel et bien la nécessité de moderniser notre loi sur la radiodiffusion de manière à ce qu'elle prenne maintenant compte de cette diversité des écrans qui n'avait évidemment pas été envisagée ou imaginée lorsque la dernière version de la loi sur la radiodiffusion en 1991 avait été créée. Alors en ce moment, on en parle beaucoup depuis quelques mois du fameux projet de loi C10 qui, s'il finit par être adopté, mènerait à une réforme de la loi sur la radiodiffusion. Et donc, je pense que c'est important de soulever cet enjeu-là lorsqu'il est question des écrans, puisque cet enjeu-là et si le projet de loi C10 mène véritablement une réforme de la loi sur la radiodiffusion, il va falloir aussi s'assurer que cette réforme-là, dans la manière aussi dont elle va mener le CRTC à réglementer les webdiffuseurs, s'assurer que ça va véritablement favoriser la diversité culturelle et linguistique des contenus
offert via les écrans ici au Canada. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi des politiques culturelles et des communautés scientifiques dont on fait partie. On se doit d'être de partenaires de ces changements-là dans la manière dont seront réglementés les écrans et les contenus qu'ils nous proposent aujourd'hui. Merci Anouk et Stéphanie. Vous avez bien complexifié notre regard sur la prolifération des écrans dans nos vies. Avant que nous pouvons entrer dans cette discussion, on écoutera Camilla pour conclure les réponses à cette question et puis on ouvrira la discussion à tout le monde en notant la question de Florence, bien sûr. Merci Camilla. Merci Michel, je vais à nouveau partager l'écran avec vous. Bon voilà, pour répondre donc à cette question à travers ces tunnels du temps dans lesquels je vous mène avec mes archives, j'aimerais me concentrer sur deux questions, deux éléments des procédés audiovisuels que nous trouvons chez les notiers et qui nous offrent des analyses, des perspectives pour penser les concepts d'écran chez Baudrillard ou d'autres. Donc, tout d'abord, les premiers de ces procédés, les métalangages. Donc, je vais vous parler du métalangage de la performativité. Donc, tout d'abord, sur les métalangages, et à partir de cette idée des manques de sources d'information dont je vous ai parlé précédemment, ces manques de sources a conduit les cinéastes cubains à utiliser des images abstraites, fictionnelles, animées, comme on peut voir dans cet écran. Ces images-là, elles n'ont pas vraiment des prises sur la réalité factuelle, comme disait un peu Céline aussi dans sa présentation. Ces images ici, elles n'ont pas un rapport d'ordre analogique avec la réalité, enfin pas toutes. Ces rapports avec la réalité, c'est plutôt de l'ordre de la métaphore, du symbole, pas toujours de l'analogie, même si on parle des actualités cinématographiques. Ces langages expérimentaux du noticiero, ils mettent aussi en scène les outils de fabrication de cette actualité et ils interprètent, ils interrogent, parfois détournent les intentions des producteurs de ces images. Donc, nous sommes déjà dans une espèce de circulation, détournement et représentation des images, alors qu'on est toujours dans les cinémas, on n'a pas d'ordi, on n'a pas toute cette dimension plus virtuelle qu'on a aujourd'hui. Donc ici, l'écran, il joue plutôt un vrai rôle d'intermédiaire. Il fonctionne comme un dispositif de distanciation temporelle, critique, du sujet face à l'image. Et la narration, c'est pourquoi la raison du métalangage, la narration, il joue un rôle déterminant. Ces métalangages, ils cherchent en fait, en quelque sorte, à révéler l'essence de l'histoire. Donc ici, dans cette séquence, nous voyons des militaires chiliens et un narrateur qui décrit non seulement les contenus de ces images, les moments du tournage de ces images, mais il anticipe aussi la valeur historique de ces images. Donc il dit ces images anticipent les massacres fascistes à venir. Et par la narration, par les métalangages, les narrateurs, ils nous poussent à l'action. Lorsqu'il dit, je les cite, « Frères chiliens, frères latino-américains, n'oubliez pas ces visages sont vos assassins. » Par ces métalangages, les narrateurs ils ne se limitent pas à guider les récits. Ils nous indiquent l'essence de ce qui est dit, de ce qui est montré. Ce ne sont pas seulement des images qui sont resignifiées ici, puisqu'ils ont une source autre que les Cubains, mais ces images, elles sont resignifiées d'après un certain point de vue historique, qui est celui cubain. Et donc, pour finir, en me penchant maintenant sur la question de la performativité, et tout en reprenant un petit passage de Baudrillard dans son texte publié aux Libérations, L'écran total. Donc, Baudrillard nous dit la trop grande proximité de l'événement et de sa diffusion en temps réel crée une indécidabilité, une virtualité de l'événement qui lui ôte sa dimension historique et les soustrait à la mémoire. Or, à cet égard, je peux dire que les noticiero présentent un rapport singulier au temps de l'événement et au temps de l'histoire.
Les ciné-journaux étaient produits donc toutes les semaines, c'était un journal hebdomadaire. Il était diffusé tous les jeudis dans les salles de cinéma et il était toujours bouclé, édité et bouclé les mercredis. Envoyé au laboratoire, révélé, imprimé, il sortait et il était diffusé dans toutes les salles de cinéma. Mais dans la semaine suivante, cette même édition, elle commençait à parcourir l'île. Donc, elle allait vers l'intérieur du pays et en direction de l'Est. Et comme ça, parfois, une même édition pourrait prendre 4 semaines pour arriver à l'extrême bout de l'Orient, de l'Est de l'île. Donc, dû à cette contrainte des productions, les Noticiero, si bien on parle bien des actualités cinématographiques, mais il a été conçu dans un rapport plus analytique, critique. Et cette dimension-là était plus importante que la dimension événementielle. Donc, à contre-pied des impératifs d'urgence et immédiateté, des impératifs médiatiques courants, il fallait produire un ciné-journal non pas atemporel, mais avec une épaisseur historique faite des résonances entre les passés, les présents et les futurs. Et ici, donc, il fallait signifier cette réalité et c'est surtout la question de la performativité qui nous permet de comprendre cette action des images dans les temps, dans l'écriture d'une certaine histoire. Ici, nous voyons une édition hommage juste après, qui a été diffusée juste après la mort de Salvador Allende au Chili. Nous entendons Allende ici en bas dans cette seconde ligne, Allende qui dit seulement en m'écrivant seulement en m'écrivant des balles, c'est qu'ils m'empêcheront d'accomplir les programmes du peuple. Mais demain, d'autres compagnons vous rejoindront, puis un autre, et le peuple suivra la révolution. Donc, on voit bien que dans cette édition hommage se termine ensuite avec ces 2 derniers photogrammes sous les coups de feu d'un tireur d'élite qui est Salvador Allende lui-même. Donc, et l'image et la séquence s'est finie comme ça, avec un flou progressif qui disparaît. Et Allende, donc, il s'était déjà suicidé à ce moment-là, lors de la diffusion de cette édition. Mais ici, dans les écrans du Noticiero, il était toujours vivant, en image, en discours, car la lutte cubaine devait se poursuivre et les spectateurs en faisaient partie de cette lutte. Donc, la mort d'Allende apparaît ici comme les signes de la fin d'une époque, mais pas du tout comme la fin d'une histoire, selon les points de vue cubains. Je m'arrête là. Merci Camilla et merci à tous et toutes nos intervenants.